pas les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher professeur, je m'appelle Wendy du Texas et je lève une poule. Mes voisins me recommandent d'acheter un guacali pour la protéger. Que dois-je faire? Tu sais, Wendy, ce n'est qu'au cinéma que tirer à l'arme à feu paraît si fastoche. Bah, c'est vrai que ça a pas l'air bien compliqué. Hein. La crosse, le garde-main, la poignée, le canon, le viseur et le silencieux. Hop! Et voilà, ton SDI XR15 M4 Commando est prêt. Vas-y, montre-nous comment c'est simple. Oh! Ah, mes oreilles! Ah, il marche pas, ce silencieux! Bien sûr que si, mais là, on n'est pas au cinéma. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans un silencieux? Du coton pour étouffer le bruit, des chicanes pour détendre le gaz ou du kouign-amann? Eh bien, ce sont des chicanes. Mais comme la vitesse de la balle est supersonique, ça reste super bruyant. Nathanaël, essaye ça. C'est un fusil à pompe Maverick 88. Ouais, comme Terminator! Aïe, mon bras! Oh, zut alors! Et comment il fait, je parti? Terminator mesure 1m88 et pèse environ 300 kilos. Ça aide. Dans la réalité, on ne tient jamais cette arme comme ça. Ah, mon bras. Dans les films, on aime bien aussi flinguer à tire-larigot avec un Mac 10. Attention, rien à voir avec un vieux Macintosh, ni avec un McDo. Le Mac 10 est un pistolet mitrailleur chargé de 32 balles de 9 mm Parabellum. J'avais dit 2 double cheese! Sur place ou à emporter? Un Mac 10 crache 500 balles par minute. Si la scène dure 3 minutes à ce rythme, Angelina et Brad auront tiré 6000 balles avec leurs 4 Mac 10. Ça fait quand même 90 kilos de ferraille par terre. Cela signifie que nos deux héros ont amené avec eux près de 90 kilos de munitions. En plus, vous savez combien pèse un Mac 10 chargé? 3,4 kg. C'est le poids de naissance d'un bébé. C'est comme si vous tiriez avec un bébé au bout de chaque bras. J'avais dit à emporter! Angie, ils sont vides. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire, on va en adopter d'autres. Cher Wendy, je vous déconseille vivement d'acheter des armes à feu. À moins que votre poule soit attaquée par les gros bras de The Expandables. Au lieu de vous prendre pour Charlton Heston, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, ça vous dirait de venir dans mon labo pour voir des robots qui réfléchissent tout seuls? Je vous attends. Pop, 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 pop. J'aime bien visiter les labos. Ravi de vous accueillir, professeur. Je suis Benoît. Et moi, c'est Moustache. Il y a toujours des questions qui énervent les scientifiques. Soit qu'elles leur paraissent stupides, soit qu'ils les ont entendues déjà 10 000 fois. Alors les gars, en robotique, c'est vrai que les Japonais sont les plus forts? Non, enfin, c'est vrai que ce sont de super programmateurs. Ils ont par exemple conçu un robot qui joue du violon. Bon, il ressemblait certes à un alien, mais techniquement, c'était très fort. Seulement, mets-lui un violon plus petit ou autre chose dans les pattes. Il ne saura pas s'adapter. Il appliquera bêtement son programme. Nous, on veut justement faire le contraire. On veut que nos robots apprennent par eux-mêmes qu'ils s'adaptent. Avance, petit robot. Mais comment? Vous ne m'avez même pas programmé pour... Eh ben, démerde-toi. Pour apprendre à rouler, nos robots vont essayer de lever une de leurs roues, la faire pivoter, et au bout de 4000 essais, si ça le fait avancer, il est récompensé. Je roule. Mais au fait, comment vous récompensez un robot? Ah, je lui dis qu'il ira au paradis des robots. C'est là qu'on aborde la deuxième question qui tue. Mais à quoi ça sert? Ah, en cas de problème, une roue qui se coince par exemple, le robot tentera de se débrouiller tout seul. Au lieu de rouler, il essaiera de marcher. Marche, petit robot. Cet auto-apprentissage serait très utile aux robots explorateurs de la NASA. Cette dernière a eu un souci avec Spirit, un des robots envoyés sur Mars. Slowly, Bill. Kiss my ass, John, ok? I am the best. Il a été guidé droit sur un caillou et depuis, il est coincé sur Mars. Kiss my what? Et Terminator, c'est pour bientôt? Terminator, c'est pas gagné. Rien qu'au niveau de la marche bipède, la robotique n'est pas encore au point.
Il existe bien Asimo qui mesure dans les 150 cm. Sarah Connor. Oui? Seulement, il ne marche qu'à 1 km/h. C'est ça, fuis, petite sotte. M'en fous, je vais te rattraper en moto. Ah, merde, une marche. Oh, ah. Hélas, les robots ne sont pas encore très au point pour ce qui est de descendre les escaliers. Ben, en effet, c'est ce que je vois. Alors, plutôt que de rêver à un monde robotisé idéal, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, je m'appelle Bruce et j'ai un second rôle de blessé grave dans un film d'action. Dans la vraie vie, si je me fais tirer dessus, est-ce que j'aurai une chance de m'en sortir? Au cinéma, quand on veut stopper quelqu'un, on lui tire dans les pattes. Nathanaël! Oui? Tout va bien, c'est que la jambe... Oh là là. Dans les films, ça se soigne fastoche, à condition que la balle n'ait pas touché l'artère fémorale. Oh, quel acteur! Tout ça pour dire que dans la réalité, la survie à une blessure par balle, ça dépend de plusieurs facteurs. Du type d'arme, de la taille ou de la vitesse de la balle, de la distance de tir et des conditions d'hygiène. Figurez-vous qu'une balle, c'est tout sauf hygiénique. Elle est pleine de poussière, de graisse et de fumée. Et puis, il arrive qu'elle transperce des vêtements vraiment sales. Parfois même, elle traverse le slip. Après tout ça, la balle, vous croyez qu'on la ressort comme au cinéma, intacte, toute ronde, toute mimi? Que dalle, oui! Car après l'impact, la balle peut éclater et former des éclats pointus, sans compter les bactéries qu'elle a transportées avec elle dans la plaie. Après, ça fait un peu comme la bouche d'Angelina Jolie. Ah, ça fait mal! Chochotte. Dans les films, faut tout le temps qu'il retire la balle avec n'importe quoi en faisant un trou plus gros qu'avant. Mets ton doigt pendant que je te recoupe. Mais c'est n'importe quoi. Une plaie par balle, ça se désinfecte avant. Parfois même, on n'y touche pas. On préfère laisser la balle en place parce que la retirer ferait plus de dégâts. Donc non, on ne recoupe pas à vif au milieu de la jungle avec les mains pleines de cambouis. Oh, c'est guéri, ça s'arrose. Non mais messieurs, tirer en l'air comme ça dans la vraie vie, vous oubliez. Une balle de 44 Magnum, par exemple, file vers le ciel à 800 mètres secondes. Si elle ne croise pas d'obstacle, la balle monte à 2400 mètres, puis elle retombe à une vitesse de 70 mètres secondes. Le projectile fait une chute équivalente à 8 fois la tour Eiffel. Si elle retombe sur une tête, pour peu qu'il y ait un cerveau dans cette tête, c'est la mort assurée. Oh, Céline, quel bad luck t'as-tu? Ça va alors? Une balle tirée en l'air a de grandes chances, en retombant, de percuter une tête et d'être mortelle. Lequel de vous a tiré sur Céline Dion? Au lieu de croire que prendre une balle dans la vie, c'est comme au cinéma. Tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je voulais savoir si c'était possible de rétrécir les marmots. Parce que moi, parfois, je les rangerais bien dans une boîte d'allumettes. Chérie, j'ai rétréci les gosses de Joe Johnston. Ça date quand même de 1989. Du temps du Minitel? Pour Nathanaël et tous ces prépubères qui n'ont pas vu ce super film, je résume. Le professeur Salinsky crée un rayon laser qui rétrécit par accident ses enfants. C'est ballot. Mais dans la réalité, est-ce possible de réduire la taille des gens? Dans le scénario du film, ils se contentent de retirer tout le vide qu'il y a dans les atomes. C'est des putains de génies, ces scénaristes. C'est vrai qu'un atome, c'est plein de vide. Si l'atome avait la taille d'une cathédrale, le noyau, lui, ne serait pas plus gros qu'une mouche. C'est vous dire s'il y en a du vide. Prenons Nathanaël et essayons de le rétrécir en lui enlevant tout son vide. Ça va faire mal? Il y a des chances. Mais... On devrait plutôt obtenir de la pâtée de Nathanaël. Mais bon, admettons que ça marche. Après avoir retiré le vide de ses atomes, Nathanaël ne mesure plus que 6 mm. Mais il pèse toujours 75 kilos. Trop lourd pour ses petites jambes. Chérie, j'ai retrouvé les gosses, hein? On dirait des limaces.
Imaginons qu'on dépasse ce genre de contraintes et qu'on parte à l'aventure dans un jardin comme les enfants dans le film. Professeur, j'ai froid. L'autre gros souci quand on est tout petit, c'est qu'on se refroidit très vite et on risque de mourir d'hypothermie en moins de 24 heures. Autre chose à éviter, la flotte. À cette échelle, quiconque touche une goutte d'eau, il reste collé à vie, mort et étouffé. Oh, le bleu! Un autre truc qui est impossible dans le film, c'est que les héros arrivent à dompter une fourmi. Mais la réalité est tout autre. Sa première réaction sera de vous jeter de l'acide formique dans la tête. Ah, ça brûle. Ou pire, Ça craint, professeur. un dernier truc me turlupine. Comment redonner sa taille normale à Nathanaël sans agrandir les acariens qu'il y a autour de lui? Bonjour, moi c'est Michel, puis là c'est Christine et Jean-Fab. Salut. Si vous voulez voir de plus près des acariens ou calculer la pression que supporteraient vos pieds si on vous réduisait, Tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Mais ça, vous mourrez, moi, bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, ma coloc elle est grave mignonne et j'aimerais trop être invisible pour la voir prendre sa douche, mais je trouve rien sur le net. Tu peux m'aider? Vous avez trop regardé Le Seigneur des Anneaux. Cette aventure avec Gandalf le magicien, des hobbits poilus des pieds et le fameux anneau qui rend invisible, mais c'est pas pour de vrai. C'est du cinéma. Vite, mon anneau. Et là, pouf, le hobbit devient invisible alors que lui, il voit tout. Seulement voilà, pour voir, l'œil doit dévier les rayons lumineux et les faire converger en un point. Donc, pour être parfaitement invisible, il doit être aveugle. Si Frodon voit, ses yeux absorbent la lumière. Donc, bien qu'invisible, on devrait quand même voir de petits points noirs se balader dans le vide. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. C'était une mouche. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Frodon? Je me suis pris une tapette à mouche en pleine poire, Sam. Savez-vous que le docteur Nicholas Hopkinson de l'Imperial College of London a étudié le niveau de vitamine D des personnages des romans de Tolkien en fonction de leur alimentation, leurs habitudes et leur lieu de vie? Oh, l'excuse bidon pour mater des films au boulot. En gros, les hobbits vivent à la campagne, courent, boivent du vin et mangent du fromage au soleil. Ils sont en bonne santé. C'est pour ça qu'ils gagnent à la fin. Les méchants qui vivent dans des grottes, eux, sont agressifs, poilichons et ressemblent à E.T. Donc ils perdent à la fin. Une carence en vitamine D augmente le risque de fracture ostéoporotique. Pas étonnant qu'ils perdent leurs bras dans Star Wars. Ils voient jamais le soleil. Ah, mon bras. C'est ta carence en vitamine D. Tu devrais faire une cure, Luc. Eh, t'es pas mon père. Ben, justement, Vous allez dire, ouais, les méchants, ils sont tous moches et vivent dans le noir. C'est le cliché des vilains. C'est vrai, car l'inverse serait vraiment perturbant. qui veut du thé? Mais à propos, vivre dans l'obscurité avec une alimentation pauvre et peu variée, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Oh non, je veux trop pas finir comme eux. Vite, de l'air. alors, plutôt que de chercher à être invisible pour me voir sous la douche, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, c'est un certain Ryan qui veut savoir quand est-ce qu'on pourra vraiment se battre avec des sabres laser. Ah, ça, c'est pas demain la veille. Désolé, Ryan, c'est pas demain la veille. Bon, c'est dommage. Un sabre laser, c'est trop cool. Ça pourrait être vachement utile pour couper nickel des tranches de saucisson. Oh, Nathanaël, tu ne peux pas utiliser un couteau comme tout le monde. Bah oui, le laser, c'est de la lumière. Et un rayon de lumière ne s'arrête jamais. Donc, le faisceau de ton sabre est sans fin. Ah bah oui, mais dans Star Wars, quand il dégaine le laser, il s'arrête là. C'est un trucage, voyons. C'est
Saloperie de Made in China. Ouais, je croyais que la force était avec moi. Mon pauvre vieux, rien que pour faire un petit trou d'1 centimètre carré dans un corps humain, il faudrait une énergie de 50 000 joules. Ben oui, Chewbacca, ça tiendrait jamais dans un manche de sabre. Même en tassant un peu dans des petites bonbonnes. Un laser digne de ce nom fonctionne avec un mélange de gaz fluor et hydrogène. 1 kilo de ce mélange ne produit qu'une toute petite salve de 50 joules. Ça brûle même pas mon kimono. Tu parles! Pour alimenter un laser de la mort qui tue, faudrait avoir carrément un réacteur nucléaire dans le dos. Nathanaël, je suis ton père. Bah, ça fait pas de bruit. Normal, ce ne sont que des photons. On n'a jamais vu des faisceaux de lumière qui se croisent en faisant... Quand un laser rate sa cible, le faisceau va se perdre dans l'espace à la vitesse de la lumière, jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Ça s'est bien passé à l'école, Clarky? Oui, maman. Dans l'armée, il existe des lasers ultra précis qui servent à guider des missiles et d'autres à aveugler des pilotes de chasse jusqu'à 5 km de distance. C'est le cas du ZM-87. 35 kilos et sans les batteries. Ah! Roger! Roger! Tu vois plus rien! Enchanté, Roger. Moi, c'est Professeur Moustache. La belle bleue. Voilà, Ryan. Couper ton saucisson au sabre laser, tu oublies. Ça demande beaucoup trop d'énergie, à moins de s'appeler Superman. Merci, petit. Et au lieu d'essayer vous-même de couper du saucisson à l'œil, allez sur Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, bête-moi, vous mourrez. Mais bon, vous quand même mourrez.